Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. Nous ouvrons ce journal avec cet accident de train dans le sud de l'Allemagne qui a fait au moins 9 morts et plus d'une centaine de blessés. Deux trains de banlieue ont fait un face-à-face à 6h50 du matin près de la ville de Bad Aibling en Bavière. Les secouristes ont retiré tous les survivants des décombres. Le ministre allemand des Transports, Alexander Dobrindt, a expliqué l'accident par une panne d'un système de sécurité automatique. Il a aussi noté que les deux trains se sont heurtés à très haute vitesse. Les deux trains ont dû entrer en collision à très grande vitesse. À cet endroit en particulier, une vitesse maximale de 100 km/h est possible dans chaque direction. Il y a une inclinaison dans les rails, donc nous devons supposer que les conducteurs n'avaient pas de contact visuel avant l'impact et sont donc entrés en collision l'un avec l'autre, presque sans freiner. De violentes échauffourées ont éclaté dans les rues de Hong Kong au premier jour du Nouvel An chinois après une action de la police contre des vendeurs de rue illégaux. Les troubles ont commencé lorsque la police a tenté de dégager des vendeurs de rue illégaux. Mais la situation est devenue hors contrôle et s'est transformée en émeute. La police a tiré des coups de semonce pour contenir la foule. Les troubles ont duré 8 heures. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong condamne de tels actes de violence. La police va appréhender les émeutiers et les traduire devant la justice. J'adresse également mes salutations aux officiers de police et membres de médias qui ont été blessés dans l'émeute. La police enquête sur l'événement. Selon elle, les troubles auraient été organisés. Suite à cet incident, il a été découvert que des outils ont été transportés par des véhicules sur les lieux de l'émeute pour utilisation par des éléments radicaux et violents. La police n'exclut pas qu'il s'agisse d'une action organisée et préparée. La police va entreprendre une enquête complète et prendre les mesures nécessaires. La possibilité de nouvelles arrestations ne peut pas être exclue. Les affrontements sont les plus violents depuis le mouvement Occupy Central en 2014, quand les manifestants ont paralysé le centre-ville de Hong Kong pendant plus de 2 mois. Le gouvernement a déclaré qu'il ferait tout son possible pour trouver les responsables et les traduire en justice. Les opérations de secours se poursuivent à Taïwan après le tremblement de terre d'une magnitude de 6,7 qui a frappé le sud de l'île samedi dernier dans la matinée. Au moins 41 personnes sont mortes dans la catastrophe. Les équipes de secouristes ont déployé des engins d'excavation afin de libérer la centaine de personnes encore prises au piège des décombres du bâtiment à 17 étages qui s'est écroulé dans la ville de Tainan, alors que la période fatidique des 72 heures pour retrouver des survivants vient de s'achever. La police de Tainan a arrêté les constructeurs du bâtiment pour négligence et homicide involontaire. Ce matin à 8h47, heure de Beijing, un tremblement de terre d'une magnitude de 5,3 a frappé les eaux au large de la ville de Hualien, située au nord-est de Tainan. Le fameux exercice militaire Cobra Gold, le plus grand exercice militaire multilatéral d'Asie-Pacifique, vient juste de commencer en Thaïlande. Près de 27 pays, des États-Unis à la Corée du Sud, en passant par le Japon et l'Indonésie, prendront part aux grandes manœuvres militaires. Les médias thaïlandais ont rappelé que cette année, l'exercice se concentrerait sur la coordination régionale et l'amélioration des capacités communes pour les opérations multilatérales, notamment dans la lutte contre la piraterie et l'aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle. Et à moins d'1 an de l'élection présidentielle américaine, les candidats à la succession de Barack Obama à la Maison-Blanche continuent de se livrer à une lutte tant du côté démocrate que républicain. Le scrutin de ce mardi dans le New Hampshire est la deuxième étape des primaires pour désigner les candidats à la présidentielle du 8 novembre. Un vote qui devrait permettre aux candidats les plus sérieux de se démarquer. Reportage. Les candidats à la présidentielle américaine ont passé des mois à parcourir le New Hampshire en multipliant les poignées de main et en dépensant des millions de dollars. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour plusieurs électeurs de ce petit État du nord-est du pays, où le tiers de ceux qui vont voter sont toujours indécis. La première primaire d'une longue saison politique, le New Hampshire a une longue histoire de faire des demandes aux candidats pour garantir leur appui. C'est un endroit où peu importe si vous êtes gouverneur ou même président,
Peu importe qui vous êtes, vous devez passer à travers le filtre des gens qui demandent que vous preniez un peu de temps pour parler avec eux, selon leurs règles, pas les vôtres, leurs règles. C'est une réalité. Les électeurs de l'Iowa et du New Hampshire réussissent à obtenir plus de temps avec les candidats que dans les autres États. Mais est-ce que le New Hampshire, avec sa population de 1,3 million de personnes et qui est peuplé à 94 % de Blancs, devrait avoir autant de poids dans le choix du président? Les gens accordent de l'importance à des gestes qui leur donnent l'impression qu'on les écoute et que vous les connaissez intimement. Je ne pense pas que notre système ait encore du sens. Au nord des États-Unis, les électeurs canadiens se sont plaints que la campagne de 11 semaines pour élire leur nouveau premier ministre avait été trop longue. D'ailleurs, plusieurs pays ont des lois qui limitent la durée des campagnes électorales. Les citoyens du New Hampshire se font marteler par des spots télévisés. On estime que lorsque la campagne de 2016 sera terminée, les candidats auront dépensé quelques 5 milliards de dollars. Environ 80 % de cette somme ira dans des campagnes télévisées. La démocratie coûte cher. C'est la leçon qu'on peut tirer de cela. Ted Cruz a annoncé son intention de devenir candidat à la Maison-Blanche le 23 mars dernier, soit près de 600 jours avant l'élection générale. Mais quand est-ce qu'on peut dire que trop, c'est trop? Je pense que les gens doivent en avoir assez. Les gens doivent se dire, c'est devenu complètement fou. Les candidats qui passent un temps fou à faire campagne doivent eux-mêmes se dire, assez, c'est assez. Les États-Unis s'inquiètent d'une possible propagation du virus Zika, alors que certains pays d'Amérique du Sud sont durement touchés. Il y a urgence à développer la recherche et la prévention. 15 mois après avoir demandé de l'argent pour combattre le virus Ebola, les deux principaux responsables américains de la santé reviennent au Congrès demander 1,8 milliard de dollars pour combattre le virus Zika. Nous nous attendons à ce que dans les mois plus chauds à venir, il y ait plus de risques. C'est donc le moment pour réévaluer à la hausse des diagnostics. Réévaluer à la hausse, parce qu'avec plus d'1 million de personnes infectées par le Zika au Brésil et des dizaines de milliers de personnes en Colombie, l'inquiétude sud-américaine concernant le Zika devient maintenant aussi nord-américaine. Washington et 10 États américains ont d'ores et déjà rapporté quelques 50 cas. Les officiels états-uniens de la santé disent qu'il faudra au moins de 3 à 5 ans pour développer un vaccin. Leur intention principale est de créer un meilleur test pour détecter le virus. Un test qui ne soit pas induit en erreur par la présence d'autres maladies portées par les moustiques, comme la dengue ou la fièvre jaune. Nous voulons développer un test qui dise immédiatement s'il s'agit du Zika ou d'autre chose. Les femmes enceintes aux États-Unis seront les premières à recevoir le test, si elles ont récemment voyagé en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Et environ 400 millions de dollars demandés seront affectés à la lutte contre la propagation du virus en dehors des États-Unis. Ce week-end, le Pérou et l'Équateur ont signé un accord pour empêcher que les cas de virus en Équateur ne se propagent au Pérou lors du voyage de carnaval. Au Pérou, nous n'avons toujours pas de transmission. Pour le moment, nous n'avons qu'un cas importé de Zika, d'un citoyen vénézuélien qui est venu au Pérou par voie terrestre. Et en Amérique centrale, où une poignée de cas ont été rapportés, les Honduriens font de la prévention de la transmission du Zika un projet national. Mardi était le deuxième jour de la nouvelle année lunaire chinoise, un jour où les gens font traditionnellement des offrandes à Tsaishen, le dieu de la richesse. De nombreuses personnes brûlent une image de la divinité dans l'espoir qu'elle leur apportera une année plus chanceuse et plus prospère. De même, ce jour-là, les femmes mariées rendent traditionnellement visite à leurs parents avec leurs maris et leurs enfants. Elles donnent aussi des présents de Nouvel An et des enveloppes rouges à la famille et aux amis proches. À Beijing, les fêtes de temple connaissent une grande fréquentation. Les gens vont y voir l'artisanat de la découpe de papier, goûter des friandises, ainsi qu'admirer un défilé d'artistes vêtus de costumes de la dynastie. Dans la ville de Shenyang, le gala des lanternes et des lumières a commencé officiellement ce mardi. 6 sections à thème et plus de 20 000 lumières vont enchanter les visiteurs pendant 15 jours consécutifs. Le box-office chinois établit un nouveau record dans tout le pays pour un lundi, premier jour de la nouvelle année lunaire du singe. Le total des ventes de tickets atteint les 660 millions de yuans, soit près de 100 millions de dollars de recettes enregistrées pour une seule journée.
Pour son premier jour à l'affiche, The Mermaid, film réalisé par Stephen Chow, est déjà en tête du box-office. Les deux autres films, From Vegas to Macao 3 et The Monkey King 2, sont également sur le podium, en réalisant plus de 100 millions de yuan pour leur premier jour à l'affiche. Les Chinois profitent depuis dimanche dernier d'une longue semaine de vacances pour célébrer la fête du printemps. À Sydney, les activités battent leur plein pour le plus grand festival de la fête du printemps en dehors de Chine. Les commerçants et entreprises ont recours à des approches créatives pour profiter de l'augmentation du nombre de visiteurs chinois. Après presque 40 ans dans le métier, Leslie Chan sait comment vendre. Notre riz au poulet est considéré comme le meilleur de Sydney. Il connaît également l'impact que le Nouvel An chinois à Sydney aura sur son restaurant de Chinatown. Il ne fait aucun doute que de nombreux touristes vont venir. L'Australie est devenue une destination de voyage très populaire parmi les Chinois, rendue encore plus attirante par la baisse récente du dollar australien. L'année dernière, jusqu'au mois de novembre, elle a attiré plus d'1 million de touristes chinois qui ont apporté près de 8 milliards de dollars à l'économie du pays. Cela s'est avéré une étape importante pour nous car cela a représenté une croissance significative au cours des 3 ou 4 dernières années. Mais à l'échelle mondiale, la concurrence pour le secteur du tourisme chinois augmente également. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi Tourism Australia a décidé d'utiliser un passe-temps populaire et de l'agrandir à l'extrême. Au départ utilisé pour attirer les touristes japonais à la fin de l'année dernière, le Giga Selfie sera lancé à Sydney à la fin du mois prochain. Dans des lieux spécialement indiqués, il permettra aux utilisateurs de prendre des selfies démesurés à travers un service passant par les smartphones, avec une vue de l'ensemble du paysage. Ce que nous souhaitons faire avec ce service, c'est de donner aux gens l'opportunité de prendre des photos de vacances mémorables pendant leur séjour à Sydney. Et bien entendu, partager ce cliché avec des amis et la famille de retour au pays. Certaines entreprises comptent sur la popularité des hauts lieux touristiques pour tenter d'attirer davantage les visiteurs chinois. La compagnie Bridge Climb a ainsi mis en place un service de karaoké au sommet du Harbour Bridge de Sydney. Il y a eu un bon retour de la part du marché chinois l'année dernière. Nous avons vu nos ventes progresser de plus de 64% par rapport à l'année précédente. La fête du printemps, c'est l'opportunité en or de l'année. Des bénéfices potentiels qui en font rêver plus d'un ici à Sydney. Les célébrations du Nouvel An chinois battent leur plein à travers le monde entier. Le plus grand temple bouddhiste de tout le continent africain a également pris part aux célébrations en adressant des messages de paix et de bouddhisme humaniste en cette nouvelle année du singe. À seulement 50 km de Pretoria, on retrouve l'un des plus impressionnants temples bouddhistes d'Afrique. Le temple Nanhua, qui signifie splendeur du Sud, est le plus grand temple et séminaire bouddhiste de tout le continent. Conçu pour être un complexe culturel et éducatif, à la croisée de différentes cultures, la mission de Nanhua est de propager le bouddhisme humaniste à travers toutes les nations. Aujourd'hui, ce lieu unique accueille des centaines de personnes à la recherche d'une lumière et d'une paix intérieure, mais également d'une manière différente de célébrer le Nouvel An chinois. L'un des aspects les plus importants de la culture chinoise est la recherche de l'harmonie. Et je pense que cela est évident pour de très nombreuses personnes en Afrique du Sud et dans les régions voisines, car elles sont elles-mêmes très sensibles à la recherche constante de la paix et de l'harmonie dans leur société. Au fil de la journée, de spectaculaires cérémonies dédiées au dharma chinois se sont succédées pour accueillir la nouvelle année du singe. Les visiteurs ont tous été agréablement surpris. J'aime le mélange des couleurs et j'aime tout particulièrement l'ambiance qui règne ici. On peut ressentir le mariage entre l'amour, les couleurs et les personnes présentes. C'est une façon très agréable de passer un dimanche matin. Je suis très ravi d'être ici. C'est la première fois que j'assiste aux célébrations avec des Chinois. Mon nom signifie la paix et je souhaite que la paix puisse régner à travers le monde entier. J'espère que cela attirera la prospérité, pas seulement pour moi-même. J'espère que l'agilité, l'unité et plein d'autres bonnes choses se répandront à travers le monde. Chaque année, les célébrations organisées par le temple apportent leur part de joie et de beauté au pays arc-en-ciel qui s'approprie toujours plus les coutumes et les traditions chinoises.
La pénurie de nourriture est un défi pressant pour de nombreux pays africains. De façon à garantir la sécurité alimentaire et accélérer le développement de l'agriculture, ces pays espèrent coopérer davantage avec la Chine. Avec les investissements du gouvernement chinois, de nombreuses compagnies chinoises ont aussi construit des centres de démonstration de technologies agricoles dans toute l'Afrique. Fin septembre, le début des récoltes en Zambie. Migwa Ibru Jato est occupé dans la ferme de John Ken Estates, la plus grande compagnie agricole chinoise de Zambie. Après des années de dur labeur, Mingwa a été promu technicien supérieur et manager d'atelier. Et l'entreprise lui a même construit une maison. Il dit que cet emploi a changé sa vie, particulièrement celle de ses enfants. Mes 3 filles, les écoles où elles vont se trouvent à Chizamba, certaines des meilleures de Zambie. Alors, si je n'étais pas venu ici, elles n'auraient pas pu aller dans ces écoles. Elles y sont parce que nous sommes ici. Chaque année, l'entreprise envoie plusieurs techniciens se former en Chine. En 2011, Mwinga y est allé pour 20 jours et pour lui, ça a été une illumination. La formation était très bonne, tout le monde est là, du plus petit fermier au plus haut niveau. On y trouve des machines simples, des machines intermédiaires et beaucoup de combinés, plein de machines différentes. Et ensuite, le gouvernement est présent pour aider chacun d'entre nous. John Ken Estates a été établi en Zambie en 1994, cofinancé par le groupe China National Agricultural Development et le Fonds de développement Chine-Afrique. Après plus de 20 ans d'expansion, John Ken Estates constitue désormais une ferme principale et 3 branches, principalement plantant des céréales et élevant du bétail. Duan Chanlong gère John Ken Estates depuis 2013. Il dit qu'en tant que l'un des plus stables et importants fournisseurs de nourriture en Zambie, la compagnie maintiendra toujours son engagement envers les fermiers et la communauté. Je pense que l'une des choses les plus importantes est la localisation des opérations, ce qui est la clé de notre survie. Il n'y a que 8 Chinois membres du personnel, mais nous employons plus de 270 fermiers locaux. Par leur travail à la ferme, ils acquièrent des savoir-faire et des techniques, ce qui est bon pour les fermiers des environs. Ils pourront transférer ces technologies et savoir-faire dans le futur. Duan Chanlong dit que John Ken Estates a créé plus de 3300 emplois en Zambie depuis qu'il a été créé. Et la production y est très élevée. Il y a 100 000 naissances par an, 50 000 œufs par jour. La compagnie produit aussi plus de 4 000 tonnes de céréales pour le marché de Lusaka chaque année, ce qui compte pour 8% de la production annuelle. Tous ces produits agricoles sont vendus et consommés sur les marchés locaux. Le blé constitue la plus grande production de cette ferme. Grâce aux technologies et à la localisation des opérations, la production de blé de John Ken Estates a augmenté d'année en année. 2015 devrait connaître des records. Le gouvernement zambien devrait coopérer encore plus avec la Chine en matière agricole grâce aux bonnes performances de John Ken Estates. En cette période de récolte, Given Lubinda, le ministre zambien de l'Agriculture et de l'Élevage, a visité John Ken Estates. Il a été impressionné par les réalisations de cette ferme et a accordé son soutien à toutes les opérations d'expansion. Mais il y a beaucoup d'autres compagnies chinoises qui pourraient être invitées en Zambie pour venir voir ce que fait John Ken ici. Elles pourraient elles aussi venir investir en Zambie. Je discute en ce moment avec les entreprises chinoises pour établir ce que nous appelons une zone de coopération agricole sino-zambienne, qui possédera une école de formation. Elle fournira toute la machinerie, elle produira beaucoup et elle permettra d'approvisionner le marché des fermiers zambiens. But also is going to provide the much needed market for Zambian farmers. En plus de ces grandes fermes, de nombreuses compagnies chinoises ont aussi construit des centres de démonstration de technologies agricoles dans des pays comme la Tanzanie, le Rwanda et le Mozambique. Depuis 2012, le centre tanzanien a formé 1100 Tanzaniens pour en faire des responsables agricoles, des techniciens ou des fermiers.
Chaque mois, de nouveaux fermiers viennent dans notre centre pour apprendre. Nous leur présentons les technologies avancées et nos dernières semences, et les façons de les faire pousser. Les fermiers sont très heureux de voir ça, et ils espèrent rapporter ces graines chez eux pour les cultiver. La coopération entre la Chine et l'Afrique en matière d'agriculture est de plus en plus profonde et large d'année en année. Duan Chanlong dit que beaucoup de Zambiens avec lesquels il travaille veulent avoir leur propre ferme. Il espère que les fermiers de John Ken Estates pourront faire usage de leur savoir-faire acquis ici pour réaliser leurs rêves. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.